Ah ben voilà, c'est comme ça. Bonus 385, parce qu'il y a eu un épisode 385, évidemment, que vous avez peut-être regardé ou pas, ou entendu ou pas, ou que vous allez écouter prochainement. Donc vous devriez savoir, si vous ne le savez pas encore, que ça se passe cette semaine avec ces deux garnements. C'est-à-dire d'un côté Sébastien, salut Sébastien, et de l'autre bonjour, David, bonsoir. pour encore parler un peu tech, parce qu'il reste des choses à dire, malgré un épisode très complet, très dense, avec beaucoup de sujets que je vous conseille si vous ne l'avez pas encore écouté. Il reste encore des choses à dire. On commence tout de suite, on n'a que 15 minutes, donc on ne va pas trop traîner. Sébastien, on commence avec Sound Blaster. Tout le monde se rappelle de ce nom, de cette carte audio emblématique d'une certaine époque en même temps. Eh bien, son créateur est décédé cette semaine, ou la semaine passée, ou la semaine d'avant même. Bah voilà, on a tout dit à peu près. Merci. On vous a dit, le bonus c'est super court. Non, le monsieur s'appelait Sim Wong-hoo. Il a créé la société Creative Labs il y a plus de 30 ans. Il s'est éteint relativement jeune, à 67 ans la semaine passée. Et l'histoire se souviendra de lui comme le créateur de Creative Labs qui a fait cette fameuse carte Sound Blaster. Si vous êtes plus jeune, une carte son, c'est un concept un peu ésotérique parce que maintenant n'importe quel PC à 200 balles est capable de faire de la musique, de rendre du MP3, etc. Mais il faut savoir que quand moi j'ai fait de l'informatique quand j'étais plus jeune, un PC ça faisait bip bip bip, éventuellement 4 tonalités de bip ou 6, mais pas plus. Si on voulait vraiment avoir un son stéréo, alors il y avait deux raisons de le faire. Essentiellement c'était pour les jeux et pour les jeux, c'était à peu près ça. Hein. Il y avait pas d'autres. Non, mais enfin moi je faisais un peu de travail de montage audio, etc. Oui, c'est ça. Les moyens de faire gens qui font du son. Les gens qui faisaient du son à l'époque avaient quand même été tentés d'essayer de faire sortir il fallait acheter une carte d'extension qu'on mettait dans son PC sur le bus. C'était pas du PCI, je suppose, à l'époque, mais David pourra me corriger. ISA. Enfin, c'était ISA. Merci. Et alors je vais pas dire la Rolls, mais la Rolls grand public, peut-être pas professionnel, mais grand public, dans la famille des cartes son, c'était ces cartes Sound Blaster. Et c'était normal, et ça m'est arrivé plusieurs fois, on achetait un PC et on achetait la carte Sound Blaster, on prévoyait le budget. Je me souviens, on mettait 10, 12, 13 000 francs belges à l'époque, donc l'équivalent de 400 € aujourd'hui. Les petits fabricants du coin de la rue les proposaient d'ailleurs d'office dans le setup, ça faisait partie des options quand on achetait un PC Tour. Donc ça a vraiment... et dans l'article qu'on vous a mis, il y a l'écran DOS d'installation des drivers, etc. 1992. Et quand j'ai vu ça m'a fait une piqûre de remonter dans le temps, parce que j'avais même oublié ce nom, ce Blaster. Plus personne ne parle de ça maintenant. Et j'ai fait une recherche. Et bien, Creative Labs, ça existe toujours. Et Creative Labs, ça fait toujours des cartes Sound Blaster qui sont soit externes, soit internes, en PCI cette fois-ci. Et donc, c'est toujours un fabricant d'accessoires audio. Ils font des casques aussi, des DAC, donc des transformateurs digitaux analogiques. Donc, c'est une société qui vit bien. Donc, voilà, une minute de silence pour Sim Wong-hoo qui a créé Creative Labs. Moi, avant, je pense que ma première carte son n'était justement pas une Creative Labs, c'était une carte un peu plus justement orientée musicien à l'époque, avec 2 entrées, 2 sorties, un peu haut de gamme. J'avais un peu cassé ma tirelire pour ce machin-là. MT32, Roland? Non, c'était encore autre chose, une marque qui n'existe plus d'ailleurs, je pense. Mais bref, peu importe. Gravis Ultrasound. Juste avant ça, je vais pas tout les faire non plus. Mais juste avant ça, je m'amusais avec le PC de l'ordinateur, le haut-parleur de l'ordinateur. Il y a un tout petit haut-parleur dans l'ordinateur qui permettait de faire sortir les sons, les pouet-pouet. Vraiment de base. Et on arrivait quand même en chipotant un peu, en tripotant des drivers, etc., à faire en sorte que ce soit des choses de parler, de la musique qui sort de ce petit haut-parleur tout à fait médiocre. Et donc voilà, c'est une petite page d'histoire qui s'est tournée avec la disparition de son créateur, donc monsieur Sim Wong-hoo, auquel pas mal de musiciens amateurs lui doivent quelque chose. On lui en doit une, quoi. C'est clairement, parce qu'après il y a eu les pour ceux qui sont intéressés, sorties MIDI, etc. pour les claviers et autres. Oui, David. Et puis on passe à autre chose. Pour ceux qui sont intéressés, on peut chercher sur YouTube. J'avais trouvé un documentaire sur l'histoire de Creative Labs. C'est très intéressant.
j'ai vu ça aussi. Je ne sais plus qui avait fait ça. Ça vaut la peine de temps en temps de googler ou de chercher sur YouTube. Il y a des fois des choses intéressantes, surtout sur des trucs un peu iconiques comme celle-là. En général, des gens se sont peut-être penchés sur la question. David, tu as gardé la parole pour parler de Twitter. On en avait parlé de ça déjà sous iOS, cette idée de faire payer les utilisateurs de Twitter. Oui, donc c'était déjà actif sur iOS depuis le début que Twitter a sorti le Twitter Blue pour $8 par mois, pour $11 par mois, pour absorber la commission d'Apple. Maintenant c'est la même chose sur Android. Donc Twitter Blue sur Android, c'est $11 par mois pour absorber les 30% de commission que Google prend. Ouais. Je trouve que c'est en quelque sorte une manière de faire du mal à Google et à Apple, parce que il suffit de faire l'abonnement via un navigateur web. Ouais. Un navigateur web sur un smartphone. Oui, aussi. C'est quand on fait l'abonnement via l'application qu'on doit payer $11. Voilà. Donc, le modèle là des 30% va peut-être devoir être mis en question, parce que je trouve que c'est quelque chose qui pourrait d'autres sociétés pourraient emboîter le pas. Si Elon ne veut pas qu'on utilise son application pour s'abonner, il a qu'à retirer la fonctionnalité de l'application, point barre. Voilà. Je comprends pas cette méthode, moi. Déjà, je comprends pas l'histoire des €8 pour avoir un petit médaillon bleu à côté de son nom. Voilà. Il y a des moments, il faut arrêter le délire, quoi. Voilà. $11, quoi. Enfin, c'est par mois, hein. Par mois, oui. Oui. Il faut. À vie. Mais voilà, et on n'a même pas la chance de gagner un ticket de tombola pour monter dans la fusée qui ira sur Mars, par exemple. Ça il n'y pense pas, Elon. Mais enfin voilà, je trouve que si vous avez envie de jeter de l'argent par les fenêtres, il y a peut-être moyen de faire mieux avec vos sous que de les donner à Elon, quoi. Faut être honnête. Franchement, le jour où je donnerai des sous à Elon. Seb, on parle de BBS. C'est un acronyme, un sigle que je n'avais plus en tête, moi, depuis un moment. J'avais zappé ça. Tu vois, c'est comme Creative Labs. On a même oublié le nom. Mais les BBS, moi, je me rappelle de ces machins-là, avant Internet, en fait. Hein. Effectivement, les BBS, c'était des sites web avant les sites web, avant Internet. Hein. C'était à l'époque où les ordinateurs, où Internet n'existait que dans les universités. Donc, l'époque, c'est fin des années 80, début des années 90, hein, donc on parle d'il y a un peu plus de 30 ans, 35 ans. Internet tel qu'on connaît aujourd'hui n'existait pas. Il y avait des réseaux entre universités, pour l'armée américaine et des choses comme ça, mais à la maison, il n'y avait pas Internet. Et en revanche, il y avait déjà des modems, donc c'est un appareil qu'on branchait sur l'ordinateur, sur le port série en général, et qui se branchait sur la ligne téléphonique qu'on avait à la maison, téléphone fixe. Il y avait même un autre truc, c'était un espèce de boîtier sur lequel on posait le cornet de téléphone. Ouais, ça c'était encore plus... moi j'ai connu ça. Oui, on posait le cornet du téléphone pour... Et c'était audio, en fait, il y avait un micro d'un côté et un haut-parleur de l'autre, inversé par rapport au téléphone, et ça ouvrait le dialogue, entre guillemets. Il fallait numéroter sur le téléphone, et puis une fois que la communication était initiée, ça commençait à dialoguer, quoi. Ouais. Et ces appareils, en fait, ils transformaient des signaux informatiques en sons transportables par le téléphone, et puis de l'autre côté, on retransformait le son. Et donc, on pouvait tourner ce qu'on appellerait un serveur web aujourd'hui, hein, un serveur BBS chez soi, à la maison, et on diffusait ce numéro de téléphone dans des listes, dans des clubs d'amateurs, dans des magasins d'informatique, etc. Et les gens pouvaient téléphoner et se connecter sur votre serveur et y chatter, comme on fait aujourd'hui, ou télécharger des fichiers que vous aviez mis à disposition. C'était les premiers partages de logiciels, de shareware et de choses comme ça. Il y avait un administrateur de BBS. Souvent, c'était juste un PC et on faisait circuler par fax des listes de numéros de téléphone, souvent de téléphones régionaux, parce qu'à l'époque, on payait, je sais, ça paraît débile maintenant, mais on payait les opérateurs télécoms à la minute. Donc et c'était pas le même prix pour téléphoner dans sa zone géographique ou téléphoner à longue distance, voire en international, là, ça coûtait une fortune. Mais donc, si à Bruxelles, on essayait de téléphoner à Bruxelles, moi, j'habitais en Brabant Wallon, je devais rester dans mon 010 pour pas
pour pas que ça coûte trop cher à mes parents. Téléphoner en Flandre, il fallait, on avait une petite. C'est par un opérateur. Hein. Interzonal et interzonal long. C'est ça, c'était interzonal long, et quand on avait une communication à faire avec quelqu'un qui était dans un autre, en France on dirait un autre département, on minutait son coup de téléphone, parce que sinon voilà. Et à la maison, il y avait qu'une seule ligne téléphonique, donc quand on avait un serveur BBS et que les gens appelaient toute la nuit, ça sonnait. Quand les parents décrochaient, ils tombaient sur un signal qui faisait planter la communication, évidemment, il fallait faire. Enfin voilà, c'est une autre époque. Plongez-vous dans cet article. J'ai eu un article que j'ai trouvé sur Ars Technica, qui est un site web que j'aime bien parce qu'il est à la fois un peu technique, mais pas toujours sur la dernière nouveauté. Ils font des articles de fond, etc. Ouais. Et c'est le témoignage, l'interview d'un gamin de l'époque qui avait 11 ans et qui avait fait son propre serveur BBS à la maison. Génial. Alors, il raconte à la fois le début de la technologie, il raconte des bagarres avec ses parents pour les raisons que j'ai expliquées, de lignes téléphoniques occupées en permanence, etc. Il raconte aussi les premiers harcèlements qu'il a reçus sur Internet, d'autres qui étaient jaloux quand ils ont découvert son âge, etc. Et du cyberbullying, comme quoi c'est bullying, c'est vraiment du harcèlement. Donc c'est pas nouveau de maintenant. Il a gardé plein de copies d'écran, de copies papier, des photos de son PC à l'époque, etc. Et voilà, c'est intéressant de lire. Je suis tombé ça, je sais pas pourquoi ni comment, par hasard cette semaine. Je me suis dit tiens, j'avais envie de le partager avec vous. Et voilà. Ouais, je sais pas où c'est apparu quelque part dans un fil de news chez moi. Ouais, ça pourrait quasiment être moi à 2 ans près. il fait toujours tourner son BBS, mais sur un serveur web depuis plus de 17 ans. Donc le dernier BBS téléphonique qu'il a eu à l'époque est toujours live sur un site web. Et il dit mais maintenant je l'ai fait tourner plus longtemps en version web qu'en version BBS téléphone. Donc lequel est le vrai, lequel est la copie, lequel est l'original. Ouais. Voilà, allez regarder ça. Intéressant, on met les liens, comme toujours, dans la description de l'épisode. Il ne reste que 2 minutes, même pas, David. Moi, j'avais 13 ans. Voilà, vous avez 13 ans. 2 minutes, même pas, pour parler, David, de ton dernier sujet, stockage optique, un successeur de Blu-ray. T'as 2 minutes, même pas. Oui, 1 minute, ça va. Ah bon. Donc c'est c'est une start-up assez obscure qui s'appelle Folio Photonics qui en 2022 avait parlé de sortir des cartouches de 100 Tera pour rivaliser les backups qui sont faits sur des bandes magnétiques, sur les disques durs pour les archivages professionnels. Et il parle maintenant de sortir le successeur du Blu-ray en quelque sorte, qui serait un disque de 1 terabyte qui coûterait $3 seulement, mais seulement le lecteur, le graveur coûterait entre 3000 et 5000 $. Maintenant, ces stockages optiques de taille pareille, ça fait de nombreuses années qu'on en parle, il n'y a jamais rien qui est encore sorti. Je ne sais pas si ça a encore vraiment du sens aujourd'hui, parce que peut-être pour le stockage à long terme, mais... Oui, mais sur de l'optique... J'hésiterais, je sais pas. Il existe le M-Disc. Le M-Disc est une technologie qui permet de durer 1000 ans, mais ici, il parle de quelque chose qui fait 16 à 64 couches. Je ne sais pas quelle est la durabilité dans le temps. À une époque, ce qu'on appelait les magnéto-optical discs également, qui permettaient d'avoir une meilleure longévité et moins d'erreurs possibles, mais bon, voilà. Autant savoir que ça existe. Tu nous as mis le lien, c'est chez techradar.com. Ça n'existe pas encore. Et ça n'existe pas encore, enfin, c'est ce que quelqu'un y pense, c'est ça que je voulais dire. Donc, on ira voir ceux qui nous écoutent iront jeter un œil. On vous remercie d'avoir écouté ce bonus, évidemment. Comme toujours, partagez nos contenus avec vos amis si vous avez des amis. Nous, ça nous fait plaisir. Mettez des pouces, donnez-nous des récompenses, pas des sous, juste des pouces, des étoiles, des machins, des commentaires. Ça nous va très bien. Merci David. On se dit à très bientôt. Merci également à Sébastien. On se dit aussi à très bientôt. Et passez une excellente semaine. Le prochain rendez-vous, ce sera l'épisode 386. Voilà tout. Ciao, ciao.